Le deuxième était le... Emmanuel Macron arrive donc en tête de ce premier tour avec 23,8%, suivi par Marine Le Pen, 21,7%. L'arrivée en seconde position de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle n'est absolument pas apparue comme l'espèce de désastre démocratique qu'avait semblé être l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Pas du tout. Pour Jean-Marie Le Pen, il y avait une espèce d'unanimité qui était apparue immédiatement, de constitution du Front républicain. Et en fait, on comprend dans les 24-48 heures qui suivent que ça va pas du tout se passer comme ça. Elle attaque son adversaire sur sa soirée au restaurant parisien La Rotonde. Marine Le Pen en profite et s'affiche loin des élites au marché. C'est sûr, ça change de La Rotonde, hein? C'est elle qui me court après. Et elle courra longtemps. Là, on voit bien, les médias jouent le match et se disent c'est génial, c'est un super match en fait. Tout est fait pour que le match, que la pression monte, que le match soit scénarisé, que ce soit spectaculaire. Un homme et une femme sans shabadabada, le choc de deux France, deux visions, deux projets. Ce Macron, finalement, qu'on découvre petit à petit, comment il va être? On va le voir là dans la peau d'un futur président. On le sait, tous les sondages le disent. Et Marine, comment elle va tenir? Deux candidats aux portes de l'Élysée, le décor est tout trouvé. Pas de public, mais des caméras partout, 14 en tout, pour ne rien rater de ce débat télévisé. Les états-majors du Front National et d'En Marche sont venus tout valider. Très vite, on a en fait un veto qui est posé par l'équipe de Marine Le Pen, je crois par Florian Philippot, sur Anne-Claire Coudray. Je sais absolument pas pourquoi, mais Anne-Claire Coudray ne plaît pas à la candidate Le Pen. Pendant la campagne de premier tour, il y a eu une interview au Trésor de TF1 avec Anne-Claire Coudray qui a été, du point de vue de Marine Le Pen, très partiale, très agressive contre la candidate. Et donc Marine Le Pen a estimé que les conditions d'impartialité ne seraient pas réunies avec cette journaliste. C'est comme ça. Et on est tombé à la fin sur une solution... en réalité, je crois que c'était les chefs des services politiques. En réalité, on a pris de TF1 et de France 2. Laura regarde Macron. Ensuite, il y a la partie technique. Et ce qui nous apparaît, nous, c'est qu'il faut mettre le débat de l'entre-deux tours un peu aux normes de la télévision moderne. C'est-à-dire que quand vous avez deux débatteurs, vous avez ce qu'on appelle des plans de coupe. C'est-à-dire que pendant que l'un parle, on peut aussi avoir un plan sur celui qui ne parle pas. On était partis, nous, sur l'idée plutôt qu'on voulait pas de plan de coupe, comme c'était plutôt la tradition auparavant, parce qu'on voulait rester vraiment concentré sur ce qu'avaient à dire les deux protagonistes. On voulait pas qu'il y ait des éléments de forme qui viennent en quelque sorte parasiter ou perturber, ou de réalisation, et puis peut-être manipulatoire, qu'il y ait des plans de coupe plus ou moins organisés positivement pour un candidat et moins positivement pour un autre ou une autre candidate. Tout va se jouer. Avec une nouveauté qui n'avait plus été utilisée depuis 43 ans, les plans de coupe. On m'a indiqué, est-ce que vous acceptez les plans de coupe? Emmanuel Macron souhaiterait avoir des plans de coupe. Je dis non. Et on me dit à ce moment-là, eh bien, puisque c'est comme ça, il aura des plans de coupe et pas vous. Et en réalité, je cède au chantage. J'aurais pas dû le faire, mais j'ai cédé au chantage. J'ai trouvé d'ailleurs la méthode un peu cavalière. Marine Le Pen ne s'est pas rendue à son QG aujourd'hui. Elle travaille à son domicile. Le mercredi matin, elle reçoit tour à tour un certain nombre de gens de l'équipe qui viennent lui donner leurs préconisations. Le problème, c'est qu'ils viennent lui donner des préconisations qui sont différentes. Moi, je suis allé le matin même du débat voir Marine Le Pen, mais je l'ai trouvée particulièrement quand même... bon, elle était de très mauvaise humeur, mais bon, ça à la limite. Mais elle était particulièrement stressée, inquiète, prenant pas le temps de se poser, posant une question et avant d'attendre la réponse, posant déjà une autre question. Ce qui est toujours le signe d'un désordre, d'une inquiétude. Mais c'était à 10h30, 11h du matin. Le débat, c'est à 21h. Donc, j'étais pas particulièrement inquiet. Souriante, Marine Le Pen est arrivée la première il y a quelques minutes dans nos studios. Parce que Marine Le Pen arrive, dans nos premiers échanges, je perçois qu'elle n'a pas arbitré dans la stratégie, notamment dans l'entame du débat. Marine Le Pen nous le dit, à Philippe Olivier et moi, bon, par où est-ce qu'on commence? Et ça me trouble. Emmanuel Macron vient à son tour d'arriver dans ce studio. Il est accompagné de ses conseillers. À ce moment-là, quand même, il faut aussi se figurer ce que veut dire pour Emmanuel Macron être au deuxième tour de l'élection présidentielle, à titre même personnel. Il a joué une énorme partie de poker pour en arriver là.
Et donc il y a quelque chose de vertigineux en fait. Et moi je vois très bien, et dans les quelques échanges avec lui, il y a ce vertige-là. Et ce vertige-là, c'est aussi ce qui le jette dans le débat. C'est aussi avec ça qu'il se jette dans le débat, qui le projette vers le débat. Et à ce moment-là, il entre dans l'arène. Quand je la vois partir sur le plateau, avec sa pile de dossiers sous le bras, je ne comprends pas, ou plutôt je me dis, en fait, elle emmène ça avec elle de façon à se rassurer. Et si elle cherche à se rassurer, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je suis sur le plateau et je vois Marine Le Pen arriver. Elle a 3 énormes dossiers sous le bras. Et elle les pose très brutalement sur la table du débat qui vibre dans tout le studio. Je sens une espèce de perturbation chez elle. C'est-à-dire vraiment d'énergie, mais d'énergie un peu excessive. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. À 4 jours du second tour et à 10 jours de votre investiture, si vous êtes élu, quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. J'ai plutôt aimé l'entrée en matière de Marine Le Pen. Nous sommes surpris parce qu'elle tape très fort. Et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. C'est un peu brutal, probablement. C'est un peu différent de ce qu'on a connu. Moi, ça me surprend, mais je me dis, mais pourquoi pas? En fait, il y a 2 stratégies possibles. Montrer qui est Emmanuel Macron et ce qu'il va faire, et montrer qui est Marine Le Pen et ce qu'elle va faire. Et je choisis de montrer qui est Emmanuel Macron. J'ai fait le choix d'être offensive, peut-être trop. Peut-être trop. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons. C'est pas surprenant parce que c'est sa façon d'être et sa façon de faire, et qu'en réalité, ses électeurs n'attendent que ça. Ils attendent un moment de démolition, si j'ose dire. Le sous-titre de son attitude, de ce qu'elle dit, etc., c'est « je vais me le faire ». Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré, ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Et très vite, on découvre une candidate du Rassemblement national qui s'enferme dans l'agressivité, dans le ricanement, et, on va le découvrir un peu après, dans des dossiers qu'elle ne maîtrise absolument pas, où elle raconte des choses, mais on se dit, mais où va-t-elle chercher ça? De grandes entreprises vous ont vu, ce sont celles que vous avez fait acheter par des grands groupes américains, au détriment évidemment de l'intérêt national. C'est Alstom, c'est Technip. Le dossier Alstom, c'était un des dossiers qui devait être abordé, puisque c'est pour moi un lourd raté d'Emmanuel Macron. C'était tout à fait normal qu'on illustre par ce sujet. Le problème, c'est que si vous illustrez par ce sujet-là, vous ne confondez pas avec SFR. Ne mélangez pas les sujets industriels. Alors c'est ce qu'a fait Marine Le Pen. Ce sont des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami M. Drahi, le patron de BFM. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un état où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Je me sens pas déstabilisée. Bon, j'ai commis une erreur, je m'en veux, évidemment. Mais ce que je dis sur le fond est tout à fait juste. Enfin, je veux dire, la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la vente d'Alstom aux Américains et la perte de souveraineté qu'en est la conséquence est tout à fait juste. Et du coup, je cherche à m'appuyer sur une déclaration d'Emmanuel Macron. Et effectivement, je me trompe de déclaration. Et c'est la déclaration qu'il a faite pour SFR. On a beaucoup glosé sur ce sujet, mais en réalité, sur le fond, ça ne change rien à la lucidité qui était la mienne. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Pour Emmanuel Macron, j'allais dire, c'est du pain béni. Marine Le Pen est la caricature d'elle-même. Lui, surtout, qu'il ne devienne pas la caricature de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne joue pas au chien savant, qui joue tout simplement à l'homme calme, qui laisse son challenger s'autodétruire et qui montre que lui,
bien, ce calme qu'il a aujourd'hui, il l'aura demain dans l'exercice de ses responsabilités. Oui, cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien oui, je vais vous de retrouver vérifier. ça Mais allez-y. immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. En régie, on voit Marine Le Pen dans des dossiers, ouvrir des dossiers. Donc, vous voyez, moi... Sébastien Chenu, une ou deux fois, m'a demandé de ne pas montrer les dossiers à un moment où elle parlait. Donc, qu'est-ce que je montrais, moi alors? Il fallait que je montre les journalistes. J'ai mis un plan plus serré, on ne voyait pas les dossiers. Mais même dans le plan serré, si elle avait les regards vers le bas, je pouvais pas, puisqu'elle parlait au même moment, je ne pouvais pas ne pas la montrer. En revanche, quand elle regarde ses dossiers alors que l'autre candidat parle, je ne la montre pas en train de regarder ses dossiers. La focalisation des plans de coupe sur une Marine Le Pen qui cherchait dans sa montagne de dossiers toutes les couleurs multicolores, rouge, vert, bleu, jaune, un peu perdue, égarée, voire un peu paniquée, c'était dévastateur. Avoir des références, pouvoir ressortir des déclarations du candidat qui est en face de vous, ne m'apparaît pas quelque chose de scandaleux. Mais en réalité, comme j'ai eu peu de temps pour trier tout ça, peut-être que les documents ne correspondaient pas à ce dont j'avais besoin. D'ailleurs, en réalité, je m'en sers très peu. Un peu de sérieux quand même, on est autour de l'élection présidentielle. Oui, vous avez raison, il faut beaucoup de sérieux et votre projet n'en a vraiment pas les apparences depuis le début. On est dans une course où on joue pas au même jeu. C'est Emmanuel Macron dont on dit qu'il est brillant. Dès qu'on le lance sur des sujets techniques, économiques, il donne l'impression de connaître parfaitement ses dossiers. Vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. On ne l'avait pas spécialement travaillé, mais on se réjouissait à l'idée que le sujet vienne sur la table. Ce qui a d'ailleurs eu lieu et qui n'a pas joué en faveur de Mme Le Pen. Mais on paiera avec de l'euro. Que les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Le discours qui était le nôtre sur la sortie de l'euro, la transformation en écu, enfin, tout ça était absolument incompréhensible. Et on l'a identifié rapidement. Moi, je me suis retrouvé dans des débats d'entre-deux tours sur des chaînes, à avoir beaucoup de difficultés, je le reconnais parce que je le ressentais, à exprimer notre position. Je sentais que notre position, elle n'était pas compréhensible. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a existé. Donc il y aura deux monnaies? Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez pas. Mais à quoi servira l'euro alors? L'euro, le franc, l'écu, la double, la triple monnaie, on comprend absolument plus rien. Non, mais à quoi servira l'euro? C'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Alors, ça a existé, car avant... Mais ça a existé juste avant l'euro. Ça succède à quelques jours de grande confusion sur le sujet. Depuis que Nicolas Dupont-Aignan avait rallié Marine Le Pen, il était venu dans sa besace avec quelques conditions. Une énorme modification du programme sur l'euro. Jusqu'ici, Marine Le Pen était sur une sortie de l'euro au bout de 6 mois, comme une sortie de l'Union européenne d'ailleurs par référendum. Et là, on passe en 24 heures à finalement, on n'abandonne pas l'euro, on reste dans un système où il y aura deux monnaies. Je défends loyalement cette position. Et en la défendant pendant le débat, je vois bien que, en réalité, c'est extrêmement difficile d'expliquer cela de manière simple et compréhensible pour tous dans un temps qui est par définition un temps restreint. Une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France, c'est n'importe quoi, Madame Le Pen. Ça n'a jamais existé. L'écu, c'était une monnaie de référence. Personne ne payait en écu. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs? C'est ça la question. Votre vision de l'Europe. Non mais c'est essentiel parce que c'est le grand n'importe quoi du projet de Madame Le Pen. Vous l'avez expliqué. Ce sujet n'est pas préparé. Et Marine Le Pen arrive au débat en réalité en ne maîtrisant pas un sujet aussi essentiel sur lequel elle allait évidemment être attaquée par Emmanuel Macron parce qu'il y voyait bien sûr un point de faiblesse. Donc là, un crash. Enfin, il y en a des crashs, il y en a eu plein pendant ce débat. Mais surtout, la forme ne va pas. La forme, c'est l'agressivité permanente, c'est l'attaque permanente, c'est le refus de développer son propre projet. Et ben, ça se traduit tout le long du débat par des postures qui ne sont pas des postures de présidentiables, par des rictus qui ne vont pas, des mimiques qui ne vont pas. Les Françaises et les Français qui ont voté pour vous, comme pour Monsieur Dupont-Aignan, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçon de morale.
mais je les connais Vous aussi. savez, ça n'est pas eux que vous J'en ai visiez dans ma quand vous ville, disiez- dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont méritent- là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême Les droite. envahisseurs. Celui que vous dirigez. C'est inquiétant. Le parti de l'extrême droite. Très inquiétant. Qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux. La séquence des envahisseurs, c'est devenu un moment iconique du débat, parce que c'est un moment, en fait, où s'affirme une espèce de théâtralité dont on a le sentiment qu'elle est absolument hors sujet. Je fais, quand j'évoque les envahisseurs, une caricature du discours qu'il a prononcé, où il effectue un discours dans lequel il dit « Regardez, les électeurs du Front National, ils sont partout, dans les rues, dans les écoles », comme si, je veux dire, il s'agissait soit d'envahisseurs, soit de parasites. Là, je prends conscience que cette image sera largement diffusée, fera florès, et que là, véritablement, le naufrage est accompli. Mais honnêtement, enfin, c'est juste tellement pas au niveau à ce moment-là, à la fois dans la mimique, à la fois dans la gestique, à la fois dans le ton, que c'est vraiment resté comme un moment un peu d'écroulement personnel. En tout cas, mais tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas a posteriori, on se dit ah oui, il y avait ce moment-là, c'était un peu rigolo. Non, c'est tout de suite, on se dit ok. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Après le débat, donc il est en plateau. Il me dit alors, voilà, je dis bah franchement c'était vraiment un match en 3-7 quoi. Enfin il n'y a pas photo. Vous avez senti de l'agressivité vous ce soir? Tout à fait, je me suis habitué, ce n'est pas grave. Le tout c'est que on avance. J'ai le sentiment qu'il m'a échappé en se cachant derrière, encore une fois, des biais extrêmement techniques, sans accepter le débat idéologique. Je sors frustrée de ce débat. Pensez-vous avoir remporté ce débat? Ah, écoutez, je pense que M. Macron a démontré son vrai visage, voilà, et qu'aujourd'hui les Français savent qu'il est en même temps le candidat de François Hollande et le candidat des grandes puissances financières. C'est très important. Marine Le Pen sort de plateau, on est quelques-uns à l'accueillir, les avis sont partagés. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle regarde, elle cherche les regards, elle cherche à voir ce que chacun en a pensé, ce qui est un moment difficile. Hein. C'est des moments très durs, ça, parce que vous pouvez pas dire à quelqu'un tout de suite, vous pouvez pas tout de suite lui dire c'était une catastrophe. Là, la personne a encore 3 jours de campagne à faire derrière. Direction le QG de campagne. Je me cherche pas d'excuses. Voilà, je ne me défausse pas de mes responsabilités, je ne cherche pas la responsabilité de mes collaborateurs, je ne me cherche pas d'excuses de quelque nature que ce soit. J'assume intégralement la responsabilité de ce qui s'est passé. Il y a un journaliste qui m'a demandé en bas s'il pensait que je n'avais pas trop à mocher. J'espère que non, parce que comme il va retourner à la banque, ce serait quand même dommage. J'ai senti ce calcul, cette volonté véritablement de créer la rupture avec celui qui serait le futur président de la République pour dire au fond, l'opposition, ce sera moi. Donc c'était une manière, je crois, très consciente de se positionner comme étant le fer de lance de l'opposition à celui dont elle savait qu'inéluctablement il serait le prochain président de la République.